Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du burlesque et du libertinage au XVIIe siècle, deux notions qui donnent lieu à beaucoup de confusion sur lesquelles nous allons revenir, en passant notamment par l'étude de trois auteurs qui sont Charles Sorel, Paul Scarron et Antoine Furtière. Alors même si on a tendance à mettre dos à dos le XVIIe avec le XVIe siècle, il faut savoir que le courant libertin est tout de même en étroite filiation avec l'humanisme. Le libertinage est un courant de pensée qui a pris son essor en Italie d'abord, notamment sous l'influence du philosophe et savant Pierre Gassendi. Au XVIIe siècle, ce terme de libertinage désigne une pensée caractérisée par la prépondérance du matérialisme, selon lequel tout dans l'univers répond de la matière et non d'un créateur. Beaucoup de libertins, par exemple, considèrent que la raison doit surpasser la religion. Les premières manifestations d'une pensée libertine en France au XVIIe siècle apparaissent aux environs de 1620, dans un milieu très particulier qui est celui de la jeunesse de la cour. Parmi les libertins, on trouve notamment de jeunes hommes qui sont en recherche de scandales, qui se moquent des prédicateurs, qui affectent de ne pas observer la règle du jeûne et de l'abstinence, qui chantent dans les cabarets des couplets impies et obscènes, mais malgré tout, cette jeunesse-là est une jeunesse érudite et instruite, et les libertins de ce temps, en règle générale, sont avant tout des philosophes, des scientifiques, des érudits, des esprits ouverts et curieux, et désireux de voir régner globalement une plus grande liberté de pensée, notamment en matière de religion. L'une des têtes de file de ce courant libertin, on en a déjà parlé dans un cours précédent, c'était Théophile de Viau. Alors pour aborder le libertinage tel qu'il existe au XVIIe siècle, il faut déjà mettre fin à une confusion très répandue qu'on met sur ce terme de libertinage. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle le libertinage de pensée, ou le libertinage érudit, et le libertinage de mœurs. Alors, qu'est-ce qu'un libertin ? Là est toute la question. Le XVIIIe siècle a imposé sur cette notion le filtre de son propre libertinage, qui est un libertinage plus moral que scientifique et plus léger que savant, un libertinage largement romanesque d'ailleurs, qu'on a appelé le libertinage de mœurs. On songe notamment à des personnages comme Valmont dans Les Liaisons dangereuses, quand on pense en libertin. On pense au héros du Marquis de Sade. Mais ces libertins-là n'ont que peu de rapport avec les libertins du XVIIe siècle. Cette renommée du libertinage du XVIIIe a largement effacé tout le pan philosophique et érudit du libertinage qui existe en vérité à partir du XVIIe siècle. Si la renommée des libertins du XVIIe siècle a été largement effacée, c'est aussi sans doute dû à la discrétion du mouvement au moment de son existence, une discrétion imposée par l'atmosphère particulière d'une époque où l'Église est sur la défensive et se relève à peine de l'attaque de Luther. En vérité donc, il y a deux types de libertinage qui ne sont pas nécessairement à opposer frontalement, mais celui qui nous intéresse ici tient plus de la pensée que de la pratique. Libertinage de la pensée, donc d'un côté, qui désigne un art de vivre, qui propose une morale pratique sans métaphysique et prône une attitude tolérante et éclairée. Le philosophe Gassendi ou le romancier Cyrano de Bergerac sont des libertins érudits qui fondent une sorte de néo-épicurisme et croient au matérialisme de Lucrèce, qui veut que la nature soit libre et résulte uniquement du hasard. Le libertinage de mœurs, en revanche, désigne les mœurs libertines, qui trouvent des représentants jusque tard en littérature, par exemple chez le Don Juan de Molière, puis chez les héros des Liaisons dangereuses de Laclos. Alors ce libertinage, c'est pour ça qu'ils ne sont pas à opposer systématiquement, et il existe déjà au XVIIe siècle, et est bien attesté en poésie, dans le genre par exemple de la poésie de cabaret, qui est érotique et lascive, et que pratique communément par exemple Théophile de Viau, mais aussi bon nombre de poètes satiriques. La pensée du libertinage, quoi qu'il en soit, elle traverse tout le XVIIe siècle, et elle correspond à la revendication d'une liberté de ton et de pensée,
qui est allié notamment avec le registre burlesque, l'une de ses incarnations littéraires. Alors, qu'est-ce que le burlesque? De la même manière, sur le style burlesque, il y a pas mal de confusion, et notamment, on a tendance à confondre aujourd'hui le registre burlesque avec l'héroï comique. Donc, ça mérite une petite définition. Les deux désignent une dissonance systématique entre la matière et la manière, c'est-à-dire, pour le burlesque, cela consiste à parler bassement des héros et des exploits héroïques, et à l'inverse, l'héroï comique consiste à parler noblement de personnages et d'actions les plus terre-à-terre. On fait la différence quand on parle de registre. Lorsqu'on parle en revanche de style burlesque, c'est pour parler d'œuvres qui font appel autant au registre burlesque qu'au registre héroï-comique. On pense notamment aux œuvres de Paul Scarron. Ce style burlesque, il traverse à peu près tout le XVIIe siècle. Il y a, durant tout le XVIIe siècle, une veine burlesque et satirique. Saint-Amand, on l'a vu dans un cours précédent, en est un bon représentant. Mais surtout, en sont de bons représentants, Charles Sorel, Furetière et Paul Scarron en est encore un représentant, plus étonnamment peut-être selon ce que vous avez dû apprendre de lui jusqu'à maintenant, Nicolas Boileau, qui a rédigé un bon nombre de satires. Cette pensée libertine érudite et ce penchant pour le style burlesque vont donner lieu aux premières tentatives d'allier le genre du roman avec le registre comique en réaction au roman héroïque et pastoral alors en vogue. Le roman comique se développe donc en contre-pied à l'esthétique pastorale et héroïque et renvoie à la fois à la volonté de faire rire et à celle d'évoquer des personnages dont le statut leur interdit d'apparaître dans la tragédie, donc des personnages d'extraction basse et des personnages médiocres. On y retrouve donc souvent un double mouvement, d'un côté de valorisation à l'extrême de personnages d'extraction basse, et de l'autre, une manière de traiter bassement les sujets nobles. Le premier des auteurs à connaître dans cette mouvance, qui fait en fait figure de précurseur, c'est Charles Sorel. Précurseur parce que l'essor du roman comique vient plus tard, mais qu'il est largement annoncé par Charles Sorel dès 1620. Alors Charles Sorel, il débute dans le monde littéraire en collaborant notamment avec Théophile de Viau et Saint-Amand, dont nous avons déjà parlé, pour un ballet de cour. Et après un certain nombre de romans dans le goût du temps, il publie en 1623, sous réserve d'anonymat, les Nouvelles françaises et surtout la première version achevée en 7 livres de l'histoire comique de Francion. Le but avoué de cette œuvre, c'est avant tout la critique de l'hypocrisie. L'intrigue amoureuse y sert la représentation de l'histoire d'un héros de l'esprit, Francion, qui, comme le jeune Descartes, veut faire table rase de toutes les fables des poètes, se purger des vieilles erreurs et des opinions vulgaires pour essayer de savoir la raison naturelle de toute chose et apprendre aux hommes à vivre comme des dieux. Cet ouvrage, il connaît 3 éditions, il est chaque fois remanié selon les craintes liées à la censure. Cette histoire comique de Francion s'ouvre sur un avertissement assez provocateur à l'égard des lecteurs habituels de romans, que je vous ai mis sur cette vue donc. Ils sont si stupides pour la plupart qu'ils croient que tout ceci est fait plutôt pour leur donner du passe-temps que pour les corriger de leurs mauvaises habitudes. Il parle ici des lecteurs de romans d'aventure, à l'image même du héros Francion. Celui-ci veut alors accomplir lui-même des exploits de guerre et est déçu par l'existence et commence à avoir en horreur ses œuvres romanesques, dont il dit un peu plus tard « Je pensais vomir tripes et boyaux, tant cela me fit mal au cœur ». De même que les romans d'aventure, la littérature pastorale est tournée en ridicule dans cette œuvre. En échange, Charles Sorel propose l'observation de la réalité. On retrouve là l'influence des romans picaresques espagnols, avec la volonté de suivre dans leur vie quotidienne des personnages appartenant aux couches basses de la société et de donner son importance au corps et à la trivialité. Francion est tout de même un gentilhomme, mais il appartient à une noblesse quelque peu déchue et sans moyens. Sorel, par ailleurs, reprend l'enchâssement des récits
typique du roman pastoral, mais l'inverse. Il fait entendre des narrations de fort basse condition et au langage très cru. En 1627, donc quelques années plus tard, Sorel publie Le Berger extravagant, qui décrit les ravages produits sur un jeune homme du XVIIe qui a trop lu de romans pastoraux et qui croit vraiment pouvoir ressusciter l'âge d'or antique à quelques lieues de Paris. Et il reproduit ici en quelque sorte pour le roman pastoral ce qu'a fait Don Quichotte pour le roman d'aventure chevaleresque espagnol. Charles Sorel présente lui-même d'ailleurs son ouvrage comme un anti-roman. Un autre auteur important de cette mouvance, c'est donc Paul Scarron, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui est d'abord reconnu comme le grand maître du style burlesque avec ses premières œuvres, puisqu'on y retrouve toutes les grandes caractéristiques de ce style burlesque. Le Typhon, notamment, fait parler et agir les dieux de l'Olympe comme de vulgaires bourgeois. Et dans une autre de ses œuvres, par exemple, Virgile travesti, la déesse Junon est traitée de déesse acariâtre et de marâtre. On en trouve évidemment de multiples exemples. Il est considéré à ce moment comme le maître du style burlesque, mais il prend tout de même assez rapidement ses distances d'avec ce style. C'est avant tout comme un auteur comique que doit être connu Paul Scarron. Il a écrit plusieurs pièces comiques et surtout on garde de lui l'œuvre Le roman comique. Cette œuvre elle a été publiée en 2 fois, d'abord en 1651, ensuite en 1657 et elle est restée inachevée. Ce sont les aventures tantôt cocasses et grotesques et tantôt dramatiques d'une troupe de comédiens à laquelle se sont agrégés 2 personnages, le jeune et courageux Destin et la belle et noble L'Étoile, un couple de fiancés modèles et merveilleux. Il y a donc une grande variété dans ce roman, entre tantôt des épisodes amusants ou franchement comiques, des épisodes de méprise, de malice, de disputes, des quiproquos qui se répètent à plusieurs reprises, des rencontres saugrenues, des conversations familières, tous ces éléments qui rappellent les talents burlesques de Scarron, mais on y trouve aussi beaucoup de retenue et de discrétion. Le roman contient également bon nombre de passages fort réalistes. C'est donc un roman qui prend le contre-pied des romans héroïques et des excès du roman héroïque, sans pour autant tomber dans l'extrême inverse, tout comme le fait Furetière quelques années plus tard. Le roman comique, donc, raconte l'histoire d'une troupe de comédiens, dont je vous ai mis un petit extrait en vue ici. Il s'agit bien là d'une aventure, puisque on suit les conditions d'errance de ces comédiens, donc on retrouve l'aventure qu'il y a dans les romans d'aventure. Ce serait donc un roman traditionnel si ces personnages n'étaient pas justement des miséreux vivant des aventures triviales, parfois extrêmement triviales. Vous avez des histoires d'incontinence, d'hommes harcelés sexuellement par des femmes monstrueuses, et s'ils ne faisaient pas appel également au registre héroïcomique, c'est-à-dire à l'utilisation fréquente par Scarron du haut style pour parler de ces choses extrêmement triviales. Avec ce roman, on assiste vraiment au premier lien très réussi entre la farce et le roman, entre la comédie et le roman, un lien qui commence à se construire véritablement sous la plume de Paul Scarron donc. Pour terminer, il faut parler donc d'Antoine Furetière qui fait l'objet de cette dernière vue et sur lequel je vais clore ce cours. Alors Antoine Furetière, la tonalité première de son œuvre est constituée par son aspect satirique. Furetière, c'est un bourgeois d'origine, de formation, de carrière, et il va se faire l'observateur attentif et mordant des travers de ce milieu bourgeois. Il publie d'abord en 1649 l'Énéide travestie, qui est une parodie du 4e livre de l'épopée virgilienne. En 1655, ensuite, Furetière publie 5 satires. À l'intérieur de ces satires, sous les traits de personnages caractéristiques, il fustige divers types sociaux avec une vivacité et une verve qui révèlent en lui à la fois un observateur minutieux et un polémiste redoutable. Ici, c'est surtout l'œuvre de 1666 qui nous intéresse, qui s'appelle Le roman bourgeois et qui se veut être, pour le coup, un véritable anti-roman. C'est-à-dire que, contrairement à Sorel, il va proposer un remplacement au genre parodié.
Je vous renvoie ici à votre brochure dans laquelle vous avez des extraits de ce roman bourgeois. Il faut s'attarder d'abord un peu sur ce titre, puisque c'est un titre relativement insolite. La notion de roman renvoyait à un monde de fiction sentimentale et héroïque au XVIIe, on le sait. Furetière s'en moque évidemment en y apposant le terme de bourgeois et construit son roman contre les romans dont il prend le contre-pied systématique. Alors comment est-ce qu'il en prend le contre-pied ? Furetière refuse non seulement les artifices d'écriture du roman, mais encore il se rit de l'écriture romanesque même. Les histoires enchâssées traditionnelles dans les romans pastoraux et héroïques au XVIIe siècle prennent une allure dans le roman bourgeois de véritable repoussoir. C'est-à-dire que Furetière va intégrer dans son récit des éléments tout à fait incongrus et inintéressants qu'il va nous contraindre à lire. Les histoires enchâssées deviennent ainsi par exemple un inventaire, un catalogue de livres ou encore une table analytique des 74 chapitres d'un ouvrage qui est un examen général de toutes les questions qui se peuvent faire touchant la dédicace des livres, divisés en 4 volumes. Donc on voit qu'il se rit largement des histoires enchâssées en enchâssant lui à l'intérieur du récit des choses complètement inintéressantes. L'autre caractéristique de cet anti-roman de Furetière, c'est que le dénouement n'en est pas un, dans la mesure où il ne propose aucune résolution aux problèmes soulevés par le roman. Le roman propose un enlèvement dont l'auteur nous dit ne pas connaître les suites. Le roman se termine sur un mariage sordide entre 2 personnes qui ne s'aiment pas. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de héros. Donc il y a vraiment chez Furetière cette volonté de s'opposer point par point au roman héroïque et au roman d'aventure. Furetière va très loin, il faut le garder en tête. Il va jusqu'à détruire volontairement la fiction qu'il développe et à refuser de se prêter au jeu mystificateur du roman. En cela, il écrit déjà un ouvrage extrêmement moderne et il ouvre la voie à tout un pan de l'ironie romanesque qui trouvera son essor bien plus tard et notamment au XIXe siècle. Globalement, donc, il faut retenir chez ces auteurs la volonté d'opposer un certain réalisme à la peinture idéale des romans héroïques et pastoraux, un certain réalisme à mettre en lien avec le registre et le style burlesque et à mettre en lien avec la pensée du libertinage.